David, depuis quelques jours, n'a pas arrêté de faire un lapsus. Il n'a pas arrêté d'appeler ton enterrement ton mariage. Voilà, parce qu'il y avait tellement de choses festives à organiser que j'avoue que je n'étais pas trop dans ce mode-là, donc ce discours va être un discours plutôt de mariage. Ce qui est assez stylé, puisque tu aurais voulu devenir prêtre si tu n'étais pas tombé amoureux de maman si tôt. Du coup, c'est un peu classe de se marier avec Jésus ce soir. Pour toutes tes occasions, que ce soit mariage, enterrement ou proclamation, tu sortais ton plus beau costume de ta garde-robe, rempli de costumes achetés en seconde main ces 40 dernières années, et ta cravate péruvienne. Donc, pour te rendre hommage, je me suis habillé avec un tout de toi, même les sous-vêtements. J'ai même mis ton autre colonne d'adolescent. Tout est à toi et sur moi. Les chaussures sont un peu limites, mais ça va le faire. On voudrait remercier tous nos amis qui sont un peu prêtés au jeu, parce qu'il y a des amis ici, dont Gabriel et tous les autres, qui sont habillés avec des habits de mon papa. Je crois que ça leur fait plaisir qu'ils servent encore une fois. désolé papa, mais nous non plus on ne change pas. Tu désespérais, mais David est toujours décoiffé. Et Maricel ne met toujours pas de maquillage. Même pas un petit pot. Non, c'est à moi. C'est ça. Alors, moi, c'est le grave. Comme l'a titré le journal, tu étais une personnalité. Mais une personnalité avec beaucoup de facettes que parfois c'était difficile d'appréhender et de comprendre. Tout d'abord, depuis que tu es né, je crois, tu étais le premier de classe. Le prix d'excellence de ton école secondaire. Et maintenant, professeur à plein temps et étudiant en master en théologie à plein temps aussi, alors que tu avais 60 ans. À chaque fois, après la session d'examen, tu nous montrais tes points. La dernière fois, nous avions comparé et on avait tous les trois une grande distinction. Mais toi avais 12% de plus. Alors, tu étais tellement content quand tu étais étudiant et que tu pouvais voter pour nous quand on était un mouvement étudiant. Tu disais, il y a une revendication pour vous. J'ai voté pour vous, vous devez m'écouter. Donc, on t'écoutait attentivement et tu disais, David, il y a une grande injustice que je n'ai pas compris pourquoi vous ne revendiquez pas, c'est de coter jusque 20. Parce que moi, je fais mes examens, mes profs me disent que c'est parfait, tout le monde est content, et puis ils me mettent 17. Et je leur envoie un mail en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit qu'il était parfait. Et le prof répond, ben, c'était la note maximum, c'était 17, je peux pas vous donner plus. Mais quelle injustice, il a dit, c'est une grande revendication. Tu devrais le faire dans ton discours de rentrée, ça va être super bien, tout le monde va te suivre. Désolé papa, mais je trouve ça pas super mobilisateur. Encore une fois, il était désespéré que je ne cache pas cette priorité étudiante. Alors, bon élève, oui, mais certainement pas membre du troupeau. Ah là là, quand tu nous regardais, tes pauvres professeurs, toi, tu pensais que le savoir se construit, qu'on ne pouvait pas répéter ce qu'on fait. D'ailleurs, le dernier travail que tu m'as montré de théologie s'intitulait Est-ce que le féminisme a besoin de la théologie? Non. Est-ce que la théologie a besoin du féminisme? Oui, et de manière urgente. Alors nous sommes sûrs que tu feras tout de là-haut pour rendre l'Église plus progressiste, pour que les femmes puissent être prêtres aussi, pour que certains arrêtent de dire ce que l'Évangile n'a jamais précisé, notamment vis-à-vis des personnes homosexuelles. Tu avais lu avec attention les noces de Cana. Et tu nous disais, c'est sûr, j'ai tout vérifié, rien ne dit que c'était des noces entre un homme et une femme. Je rappelle que c'était l'amour, ça suffisait et qu'il ne fallait pas porter de jugement, que d'ailleurs l'Église n'était pas habilitée à porter. D'ailleurs, un aspect important, c'est les pauvres autorités que tu as malmenées tes dernières années et toute ta vie. Car pour toi, manquer de courage alors qu'on a du pouvoir, c'était parmi les pires crimes. Tu étais parfois un peu trop exigeant avec elles, je pense. Dans tous les cas, tu leur rappelais, et elles savaient que c'était avec bienveillance, en tout cas pour celles qui avaient un peu de sens de l'humour, que tu les interpellais.
Tu n'hésitais pas toi-même à prendre des responsabilités. Président de l'Union nationale des étudiants catholiques du Pérou, il y a 40 ans, et un organe très engagé et très militant, et je pense qu'il existe encore. Représentant syndical à l'UCL, et même plus récemment, représentant étudiant à la fac de théologie. Et oui, tu étais étudiant et tu étais même notre ami d'auditoire. Dans le cadre de notre certificat en éthique, nous avons tous les trois suivi un cours ensemble de Walter Lech et tu aimais nous appeler tes condisciples. Oui, alors, comme tu t'en doutes, on a couru partout et donc on n'a pas su répéter beaucoup avant. Notre meilleur ami, confident, conseiller, beaucoup de secrets s'en vont avec toi. Tu as participé à chaque grande décision que nous avons prise. Quand on te disait qu'on n'était pas sûr d'être capable de faire quelque chose, tu nous demandais « Tu es malade ? Tu as des problèmes d'argent ? Non. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Je sais pas. » Et donc du coup, à chaque fois, c'était avec beaucoup de courage et beaucoup d'entrain que tu nous disais de foncer, que tu serais toujours là pour nous soutenir, et ce que tu peux d'ailleurs faire. Comme papa, parce qu'une facette importante pour nous c'était celle-là, évidemment, on a pris le vitrail de Thésée que tu aimais beaucoup. Tu aimais beaucoup qu'on est ensemble, et chaque fois tu nous emmenais dans cette petite chapelle où il y a le vitrail de Thésée que j'ai un peu maladroitement disposé devant l'autel. Nos premiers souvenirs avec toi, c'est la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne parce qu'au quotidien, tu faisais comme sur le vitrail, une main posée sur nous pour dire « je te soutiens, je suis avec toi à tout moment », et à la fois une main dans le dos, une main légère pour te pousser en avant, pour toujours essayer de se dépasser. La vie quotidienne, c'était aussi la soupe au poulet, les tours de magie. D'ailleurs, je pensais, jusqu'à un certain âge, jusqu'aux 8 ans, je pense, que ta profession était magicien. Toute l'école des prières s'en rappelle, le grand magicien, celui qui faisait apparaître des Napoléons partout. Mais aussi, papa, on se rappelle de toi en Marcel et Caleçon, qui trie le linge et qui fait à manger ou la vaisselle. Le papa latino du XXIe siècle, qui faisait les tâches ménagères qu'on attribue malheureusement encore trop souvent uniquement aux femmes. Toujours à notre chevet, quand on était malade, présent à toutes les réunions de parents, à Leuven, dans notre école secondaire, alors même que tu ne comprenais pas grand-chose au néerlandais. J'espérais qu'en mélangeant tes bases en allemand, en anglais, tu y arriverais. Tu te surprenais que les gens te répondent en français quand tu leur parlais en néerlandais. Tu disais « organisémonos », la pire expression de notre enfance. Elle annonçait une longue liste de tâches ménagères à réaliser. Et pourtant, finalement, ce sont ces moments simples en famille qui nous ont permis d'avoir confiance en nous et de nous construire. À ton plus grand désespoir. Nous, on se souvenait de la vie quotidienne, et toi, tu aurais voulu qu'on se rappelle des musées qu'on a visités, des livres que tu nous as donnés, de la culture que tu nous as transmise. Tu nous disais, tu te souviens pas, on a été à Pise ? Je dis, non. J'avais quel âge ? 3 ou 4 ans ? Tu étais excessif dans tout, papa. Besoin de 25 € pour aller chez le médecin ? Je t'en donne 100, on sait jamais. 20 à table ou à des réceptions, surtout si c'était gratuit. Pourquoi se priver ? Toujours là, dispo. Arrêter tout ce que tu faisais si on avait besoin de toi. Une nuit qu'on a passée à étudier, préparer les discours. Il a même accompagné David, que c'est moi en fait. Il m'a même accompagné. Une nuit blanche pour lire le décret Marco parce qu'il voulait comprendre toutes les subtilités de la loi. Malgré que le français n'était pas ta langue maternelle, tu trouvais aussi que le décret n'était pas super bien écrit. Tu nous donnais des cadeaux. Mais alors là, dès que tu avais vu ou entendu qu'on aimait quelque chose, ou que tu estimais qu'on avait besoin de quelque chose, tu en achetais plein. Donc, si on venait manger chez toi, tu achetais 12 bouteilles d'eau pétillante, alors qu'on serait 3. Tous les 2 janvier, ou plutôt, non, c'était plutôt en décembre, tu achetais 15 agendas de la Lily parce que tu trouvais qu'on ne savait pas s'organiser. Ça peut toujours servir. À chaque Saint-Nicolas, tu achetais une montagne de chocolat pour qu'on puisse les déposer sur la porte de tous nos colocataires. Fier de nous, tu nous présentais à tout le monde, tout le temps. Impossible de traverser Louvain-la-Neuve rapidement. Tu nous présentais toujours comme sa sœur, voici ma sœur, voici mon petit frère.
Et quand on lui disait ta fille ne te ressemble pas beaucoup, tu répondais laisse-moi. Pourtant, tu n'étais pas un papa exigeant avec lui. Tu disais toujours l'amour est gratuit. Et quand on te demandait, papa, on te demandait, papa, quand est-ce qu'on se voit? Tu nous répondais, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Mais si t'as d'autres choses à faire, pas de problème. C'est ce qu'il voulait dire pour les non-hispanophones, le temps qui te reste de libre, si c'était possible, dédique-le à moi, passe-le avec moi. Aussi, quand tu nous appelais pour nous demander quelque chose et qu'on ne répondait pas, que tu laissais un message vocal, on ne savait jamais pourquoi tu nous avais appelés, parce que tu allais toujours à l'essentiel. Tu disais « Hola pueblo, je t'aime beaucoup ». C'est toi qui nous as transmis ta sensibilité aux injustices de ce monde. Toi qui étais ému devant l'incompréhensible, devant les mauvaises nouvelles du JT. Tu transformais ton indignation en force pour t'engager. Même quand la cause était totalement perdue, de ton côté Don Quichotte, tu continuais. Et Maricel va prendre un petit exemple des milliers de voyages qu'on a fait ensemble et des péripéties que tu organisais. Quand David était à Clemson, on est parti le voir avec papa et on est passé par New York. Papa avait tout préparé. Il voulait reconquérir New York. Donc, il avait pris un t-shirt avec un grand symbole pour lui indien, un drapeau belge, parce que le premier qui a découvert New York était belge, et un drapeau européen, je pense, parce qu'il en avait un. Et il se baladait dans la rue. Il avait pris aussi dans l'avion la petite couverture qu'on nous donne. Il la mettait comme cape. Et il se baladait toute la nuit dans Times Square en brandissant ce drapeau en disant « À la Reconquista !» La vie avec toi, papa, c'était un grand film. J'ai une histoire à te raconter. Ah, génial. Quelle version tu veux? La version film ou la version courte? On n'avait pas vraiment le choix, c'était toujours la version film. La fête, danser surtout. Et ta stratégie, c'était comment avoir l'air de vraiment bouger beaucoup son corps sans trop le bouger. Non, oui, mais... T'avais toujours l'air heureux, quoi qu'on fasse. Tu étais paternel avec nous, mais aussi avec d'autres. On savait que tu avais adopté quelqu'un quand tu lui donnais un surnom. Elle a la main. Le général. Non, El Général. La marquise, l'impératrice, la comtesse, Luthor, la poussine et la cathédrale pour désigner une jolie femme. Le nombre d'étudiants venus de loin que tu as aidé à écrire leur mémoire ou leur doctorat, guidés pour trouver une bourse ou un logement, que tu n'as jamais arrêté, que tu as arrêté d'aider seulement le jour où ils décrochaient leur premier contrat, sont innombrables. Ils viennent du Maroc, ils viennent de partout, d'Afrique, d'Amérique latine. Ils sont beaucoup avec qui tu avais une attitude aussi bienveillante qu'avec nous. Tu étais un père exceptionnel, mais tu voulais toujours être un enfant. Tu demandais aux gens, aux personnes qui s'occupaient de notre grand-mère quand elle était malade, de t'appeler Niño Mochito. Enfant Mochito, c'était son surnom quand il était petit. Au réveillon de Noël, à la maison médicale où je travaille, tu es venu, tu voulais être à la table des enfants. Et surtout, tu disais à chacun de nous, dès que je ne devrais plus être leur père, je voudrais être leur fils. Homme de combat, homme de foi, tu réussissais à jamais porter un jugement. Parfois, ton humour un peu piquant n'était pas compris de tous, mais aucun moment tu méprisais, ni te moquais de quelconque condition. Pas de jugement, beaucoup de pardon, et aussi ton amour des progressistes catholiques, souvent un peu âgés, chrétiens, de gauche. Et tu disais souvent, tous mes amis disparaissent l'un après un, et je ne sais pas pourquoi ils ont tous 40 ans plus que moi. Soit Jean Ladrière, monsieur et madame Moraine et tant d'autres, tu les portais dans ton cœur comme si c'était tes meilleurs amis depuis toujours. Tu voulais être près depuis petit. Tu es tombé amoureux de maman très jeune, vous êtes marié à 22 ans, donc tu as décidé de ne pas le faire. Avec les aventures de la vie, etc., tu aurais pu réaliser presque ton rêve en te rapprochant beaucoup de la communauté de Kirland, qui t'aimait beaucoup et que tu aimais beaucoup.
cette communauté que tu espérais rejoindre après, lors de ta retraite. Tu avais aussi un sens de l'humour particulier, papa, très piquant et très tendre à la fois. Dragueur fou, issu des films les plus ringards, mais en fait un grand timide. Je me rappellerai toujours cette fois où tu m'as appelé. Tu m'avais dit oui, David, bon j'ai fait comme d'habitude, j'ai rencontré une dame que je connaissais, une jeune dame. Je lui ai dit, tu veux boire un café ou un verre avec moi? Et là, je suis déconcerté, David, elle m'a dit oui. Et moi, j'avais pas l'intention d'y aller avec elle. Qu'est-ce que je fais maintenant? Okay. Papa comme prof. Alors, on a reçu beaucoup de témoignages d'étudiants, pas mal sont dans la place. Quelques formations militantes ici. Beaucoup de mails de gens qui ont connu papa, des gens qui ne connaissaient pas, des étudiants à lui. On fait une mini-synthèse ici. Un qui nous a touché, c'est un étudiant, je crois turc, qui disait votre papa c'était El Don Quijote de la pédagogie. Il considérait qu'enseigner une langue, c'était pour lui enseigner la culture, l'histoire, la poésie, les rites des peuples qui parlent cette langue. Certains disaient que tu avais un agenda caché. Tu voulais faire prendre conscience aux étudiants des difficultés de ce monde, faire avoir un recul critique sur leur discipline et la société, les faire réfléchir, parler d'eux-mêmes, les faire sentir uniques. T'arranger pour avoir une classe composée de moitié par des ingénieurs de gestion et l'autre moitié par des sociologues, pour générer des débats passionnels, enflammés. Beaucoup disaient que tu étais le meilleur prof de leur cursus, celui qui l'avait plus touché. Papa, tu adorais Louvain-la-Neuve. Ça te rappelait ton petit village, Calas. Tu aimais le fait que tu connaissais les personnes à qui tu allais acheter ton journal ou à qui tu allais acheter ton paquet de cigarettes, que tu aimais rencontrer tout le monde dans la rue. Tu accordais de l'importance et tu appréciais beaucoup les personnes que tu voyais au quotidien, les personnes qui nettoyaient l'ILV, les personnes du gardiennage, les personnes que tu croisais sans cesse. Pour toi c'était vraiment chez toi, Louvain-la-Neuve. Quand tu t'es fait agresser dans le centre, parce que tu sortais de l'ILV à 3h du matin, il y a un groupe de jeunes donc, qui sont venus te demander des cigarettes, donc tu leur as donné. Et puis, oui, sans doute, puis tu es monté la rue des Wallons, un peu plus loin, les mêmes jeunes t'ont agressé, t'ont poussé et frappé. Et volé. Indigné, tu t'es relevé et t'as dit « Je vais les retrouver pour leur dire qu'ils peuvent me voler, mais vraiment me frapper, ça c'est exagéré. S'ils m'avaient demandé poliment, je leur aurais tout donné. » C'est heureusement le gardiennage qui t'a retrouvé, qui t'a empêché de continuer à les chercher, qui t'a envoyé à l'hôpital. Merci à eux. Papa, on sait que tu étais très attaché à tout ce qui était service public et à aide aux personnes qui souffrent ou aux victimes. Malgré ce qui s'est passé et tous les inconnus qu'on a autour de ton décès, tu n'aurais jamais voulu d'un état sécuritaire avec des caméras partout. Tu aurais été si heureux de voir la police comme nous l'avons vu, tout mettre en place, nous faire confiance alors que ça ne faisait que quelques heures que tu ne répondais pas au téléphone. Ils m'ont cru, dès que je leur ai dit que quand tu ne répondais pas après 2 heures, c'est qu'il y avait un problème. Tu étais ravi de vivre dans un état de droit où tous ont accès à ce type de service. Et tu avais très peur de l'austérité avançante et de ses conséquences fratricides. En plus de la police, papa, désolé, on n'a pas écrit, on n'a que des points. Papa, tu es parti de manière un peu grandiose et brutale. Mais tu ne nous as pas laissés seuls. Alors, on voudrait profiter de ce moment-ci pour remercier toutes les personnes qui ont fait que maintenant, pendant toutes ces journées, depuis plus d'1 semaine que tu es décédé, eh ben ça va. On supporte la douleur, on se sent porté par tous les gens qui sont ici avec nous, qui nous ont aidés à organiser cette fête, les gens de la chorale, les gens qui ont fait les faire-part, le carnet de messe, enfin tout. Et surtout, qui nous soutiennent, qui sont là avec nous dans l'action, comme tu l'étais, et qui font qu'on se sent pas seul. Même si toi, tu es encore avec nous, mais pas de la même façon, aujourd'hui, on
on sait qu'on est entouré, qu'il y avait beaucoup de gens qui t'aimaient, et puis aussi qu'il y a beaucoup de gens qui nous aiment. Et ça nous fait énormément de bien. Parce qu'on sait que tu n'aurais pas voulu qu'on soit triste aujourd'hui, on va faire quelque chose de symbolique, comme tu vois, la grande fête qu'on prépare. On voulait dire à tous ceux qui n'ont pas su être là, ou ceux qui voudraient exprimer une petite anecdote ou un petit souvenir avec papa, on a créé une adresse mail, elle est sur le petit feuillet que vous avez reçu. On aimerait bien faire une petite compilation d'ici quelques semaines, on verra bien rien de presse, pour la partager avec les amis du Pérou et tous ceux qui n'ont pas su être là aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissaient pas la vie incroyable que mon père a eue ici après le départ du Pérou. On voulait aussi dire que c'est en cours de négociation, mais en tout cas le bourgmestre a mis son accord et j'arrive que le recteur a quand même su être là. Ça me touche beaucoup et j'en profite pour faire directement une demande. On aurait voulu avoir un arbre autour du lac, on va avoir l'endroit pas trop loin d'où on a retrouvé papa, un endroit où on puisse venir se recueillir, parce qu'on est sûr que notre père n'aurait pas voulu que ce lac, cette ville, soit un endroit où on se sente triste. On a tellement été joué sur ce lac quand il était gelé, c'est tellement un symbole de notre famille que je pense qu'il aurait été heureux que ce reste un endroit de paix et de plaisir et de joie. Et donc on va faire un petit arbre, on aimerait implanter un petit arbre, on va voir ce qui est jouable. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le bourgmestre et monsieur le recteur. Pour terminer, je vais vous lire la seule partie écrite de notre discours. Papa, ça fait quelques jours que tu es parti maintenant. Quelques jours après l'événement qui va changer nos vies et nous-mêmes. Tu étais notre meilleur ami, notre soutien, notre mémoire, notre agenda, notre conseiller. Celui qui trouvait une solution au moindre de nos petits soucis. Celui qu'on pouvait appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Celui qui nous a appris à être indignés par l'injustice et à nous battre pour un monde plus solidaire. Nous allons devoir grandir. Nous allons devoir devenir meilleurs. Grâce à toi, nous nous en sentons la force. Papa, comme tu aimais nous le rappeler tous les jours, nous voulons dire à chacun, c'est Félix, sois heureux. Victor, je ne voudrais garder que des souvenirs heureux de nos plus de 30 ans années de vie en commune. Notre engagement auprès des plus pauvres au Pérou, notre soif de justice et de solidarité, notre espoir d'un monde meilleur et en paix, la fierté de nous sentir profondément latino-américains, les moments de tendresse et des joies partagées avec Maricel et David, des rayons de soleil qui illuminent notre existence. Les fêtes d'anniversaire organisées au barbecue de Madame Morel, à la maison des sachets. Les piñatas et les jeux de pistes organisés par Hervé et Padou à Louvain-la-Neuve pour le plaisir des petits copains de nos enfants. La Noël chez les Morel, quand Lucien a coupé la dent que sa chère Hélène avait soigneusement préparée. Les réunions des parents et les fêtes et soirées festives à l'école des Bruyères et à l'école Steiner. Notre maison toujours ouverte à tous et à toutes. Nous avons concocté ensemble non seulement l'organisation des meetings et la rédaction des flyers dans notre vie engagée au Pérou, mais aussi en Belgique, à Lucelle, combien de colloques, des rencontres Louvain, des séminaires et des soirées du Céphale, du Crial, et j'en passe. Nous n'avons pas organisé ensemble avec nos collègues et amis d'ici et d'ailleurs. Nous voulions, toi et moi, que dans notre cher Lucelle, l'Amérique latine occupe une place d'honneur. Nos chemins se sont séparés il y a 6 ans. Depuis,
il y a eu peu de contacts entre nous. Nos enfants, avec l'intelligence qui les caractérise, ont accompagné séparément leur père et leur mère dans leur propre quête d'authenticité et de bonheur. J'ai appris samedi dernier, à la veillée des Garlandes, que tu suivais un master en théologie et que tu voulais continuer ensuite un doctorat. Mais il a fallu du temps pour faire cicatricer nos blessures. Il y a quelques mois, lors de la remise du diplôme de Maricel, nous avons pu nous regarder avec sérénité et tendresse. Vendredi dernier, j'ai vu ton sourire quand j'ai pris ta main avant la fermeture de ton cercueil. Je ne pourrais pas terminer sans rappeler une anecdote qui reflète bien ton esprit. Lors de notre mariage, sensible à l'équité des genres, je te propose de partager des tâches ménagères à tour de rôle, une semaine toi et une semaine moi. Après avoir quelques blagues sur la condition féminine, tu acceptes ma proposition enthousiaste. J'étais émerveillée de la manière dont tu avais assumé cet engagement. La maison était impeccable, les repas délicieux. Mais un jour, que j'avais oublié mes notes de cours, je reviens à l'improviste à la maison. J'ouvre la porte et je trouve ta sœur Adélaïde en train de faire mon lit. Et à ta mère en train de préparer les repas. Les soirs, fâchée, je te demande des explications. Et tu m'as répondu, mais où est le problème? Notre accord portait sur les partages des tâches entre nous. Et tu as ajouté, après chacun des livres, de se faire aider pour les accomplir. Sacré Victor, c'est Félix près de la Villa Pipi, de Tuyunta, la Villa Lala, d'Elvira, du tonton Vincent, de la petite Jambi, de Michel Pablo et de Madame et Monsieur Vorel, du professeur Latrière, de tous ceux que tu aimais et tu respectais.